Virginie, bonjour. Bonjour Eric. Je suis ravi de vous accueillir dans ce van pour une promenade. Alors on va visiter l'usine d'incinération dont vous êtes présidente, mais vous êtes d'abord et avant tout présidente de l'agglomération Cosseine-Agglo. Alors on va parler de cette vie quotidienne, puisque l'un des sujets de conversation aujourd'hui, c'est la décarbonation. Comment on arrive à limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en ayant un développement économique. Comment on arrive à concilier cela? Et nous allons voir que transformer l'économie a des conséquences sur la vie quotidienne des gens, et donc vous allez pouvoir aussi nous donner votre éclairage sur ce sujet. Mais commençons par parler de l'usine d'incinération. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui sont les clients de cette usine, comment elle travaille avec les communes avoisinantes? Je ne vais pas revenir au temps des dinosaures, mais c'est intéressant de dire quand même que ce territoire, effectivement, a plutôt un patrimoine historique carboné. Ça fait 100 ans que la pétrochimie, surtout la pétro à l'origine, occupe le territoire. Et les élus, dans les années 70, ont commencé à se dire qu'il faut absolument qu'on travaille l'économie circulaire. Et on a travaillé avec 2 unités, une usine d'eau industrielle qui va pomper l'eau en Seine pour qu'on ne pompe pas l'eau en nappe phréatique, et une première usine d'incinération, parce qu'on les appelait comme ça, qui vendait déjà de la vapeur au monde industriel. Cette seconde usine, dont on a fêté les 20 ans vendredi dernier, est le modèle abouti, non plus d'une usine d'incinération, peut-être même au-delà d'une unité de valorisation énergétique, mais un vrai Energy Center, qui aujourd'hui est le premier facteur d'attractivité et d'implantation des entreprises ici. Alors non seulement elle traite nos ordures ménagères, elle le traite le mieux possible en finançant aussi tout ce qui est collecte de biodéchets, le recyclable, le tri le plus possible. Et puis le déchet qu'on n'arrive pas à traiter, il est ici incinéré et produit de la vapeur pour financer l'opérationnalité de d'autres productions de demain. Le bioéthanol, du gluten l'amidon, du polylactique acide pour faire des emballages alimentaires non à base de pétro, et puis d'autres unités qui s'implantent, mais je crois qu'on va en parler puisqu'on va passer à côté. Et alors, vous avez, lorsque vous parlez de cette usine, finalement, on entend très peu le mot déchet, on entend le mot énergie, production énergétique. Donc en fait, vous êtes en quelque sorte présidente d'une unité de production d'énergie. C'est exactement ce que je revendique. On a changé vraiment, pour le même outil, on a changé le dialogue. On a l'image un peu de retour vers le futur. Vous savez, le professeur qui met la banane dans la DeLorean et qui dit « Regarde, dans le futur, j'ai trouvé un moyen d'avoir un carburant. » C'est exactement ça. Plus d'enfouissement technique, ça c'est le premier objectif. Un maximum de tri en travaillant sur le territoire. Et vraiment, le déchet qu'on ne peut ni recycler, ni retrier, ni réutiliser, parce que c'est ça la frugalité heureuse, c'est réutiliser, il termine dans cette unité dont c'est le carburant. C'est ça qui est intéressant. Plutôt que d'aller chercher peut-être du CSR qu'on va jeter un peu trop vite. Qu'est-ce que c'est le CSR? Alors c'est des combustibles solides de récupération, ce qu'on appelle aussi des déchets plutôt de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, qu'on travaille à recycler aussi, mais ça vient faire fonctionner des usines d'énergie. Nous, c'est plutôt au niveau des ordures ménagères collectées, et d'autres, c'est par exemple les biomasses avec du bois qu'on peut très bien faire venir de l'autre bout de la planète. Donc on estime qu'une usine comme celle-ci, qui ne marche que avec des territoires tout autour, avec vraiment une filière courte, productrice de vapeur et d'électricité, c'est quand même 13,5 millions par an de recettes pour l'énergie revendue aux industriels et à EDF. Quand on a commencé il y a 20 ans, c'était moins de 2 millions et c'était que de l'élec avec une turbine. Aujourd'hui, c'est 13,5 millions. Notre objectif, c'est un 3e four pour brûler des produits dont on ne sait pas quoi faire. Pourquoi pas vider les centres d'enfouissement technique qu'on laisse inertes depuis des années et refaire avec ça l'énergie. Alors pas pour du chauffage urbain, mais pour chauffer toutes ces entreprises pour qu'elles ne consomment plus ni de gaz ni de pétrole pour leur process industriel. Virginie, ce que vous nous dites, et en tout cas c'est ce que j'entends, c'est que repenser l'économie pour que cette économie soit plus respectueuse du vivant, que cette économie soit moins énergivore, pour faire cela, il faut un peu revisiter toute la chaîne de valeur. Et le déchet qui vous rapportait il y a quelques années 2 millions d'euros, aujourd'hui, ces mêmes déchets, ou peut-être un peu différents, vous rapportent 13 millions d'euros. Ouais. Donc en revisitant les chaînes de valeur, on peut créer du développement et on peut créer de la nouvelle valeur. Est-ce que j'ai une bonne lecture? C'est exactement ça. Toute l'ADN du territoire
et peut-être résumé dans un mot, c'est l'économie circulaire, l'écosystème qui favorise cette économie circulaire. Il n'y a pas un intrant qui doit déterminer un déchet qui ne soit pas un intrant pour une autre usine. D'ailleurs, ça fait des années ici, sur une zone qui fait quand même plusieurs centaines d'hectares, voire plus d'un millier, on ne vend plus du mètre carré. On ne fait que préserver des terrains et les réserver à des industries ou des entreprises qui participent à l'écosystème où il y a au moins 3 points de convergence. Soit on partage le plus important, la compétence, les hommes et les femmes qui savent travailler dans le monde industriel, et puis c'est la souveraineté industrielle et c'est le savoir-faire qu'on a, soit ils partagent de la matière. Nous avons la matière issue de l'usine sur laquelle on est quasiment à côté, l'usine de Tereos qui part à partir de drèche de blé va pouvoir aider l'usine d'à côté, Futero, pour faire son alimentation pour produire du polylactique acide notamment. Et puis le troisième élément, c'est l'énergie. Il faut partager de l'eau, de l'élec et de la vapeur, mais tout ça produit ici. Alors vous êtes une femme politique, je reviendrai ensuite sur le sujet si vous permettez Virginie, mais comment vous arrivez à fédérer ce qu'on pourrait appeler les bonnes volontés pour arriver à ce résultat d'interconnectivité entre une usine et entre des producteurs, des consommateurs d'énergie. Ça doit prendre du temps de discuter, d'échanger, d'aligner les intérêts des parties. Et je crois que la recette, elle a 2 ingrédients, écoute et énergie. D'abord, il faut écouter le monde industriel. Moi, j'en suis pas issue. Je suis issue plutôt du monde justement de la territoriale. Et écouter les industriels, c'est mieux comprendre les enjeux, c'est mieux comprendre les capacités qu'on a à transformer les territoires et la vie des habitants. Et la deuxième chose, une fois qu'on est convaincu, c'est de mettre toute son énergie pour aller convaincre d'autres acteurs. Rassembler peut-être même des acteurs du monde industriel moins convaincus, plus à l'ancienne. Rassembler les citoyens qui vont participer, venez travailler dans l'industrie. Arrêtez de vouloir être trader ou partir à l'autre bout de la planète pour exercer des métiers alors qu'ici tout est passionnant. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de fabriquer de ses mains un produit qui est utilisé par tout le monde? C'est ça qui est essentiel. Et de le faire de la manière la plus environnementalement préservant la planète, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc tout ça, nous, on le comprend. On comprend toutes les pièces et le rôle des élus du territoire en général, et je m'en fais le porte-parole, c'est de mettre toute notre énergie une fois qu'on a compris pour convaincre le reste des acteurs, nos habitants, nos jeunes étudiants, des futurs entrepreneurs, nos artisans pour qu'ils participent à l'écosystème, c'est extrêmement important, et les grands groupes industriels. Quand on a une implantation comme on a ici, juste à côté d'Eastman qui va faire du recyclage de polyester, il faut savoir discuter avec les Américains en leur montrant la carte française. L'avantage de venir s'installer ici sur ce marché européen et ici est au cœur du système pour pouvoir préserver la planète des déchets plastiques. Vous disiez que vous étiez très investi dans l'économie circulaire et j'ai envie de vous poser une question qui dépasse le champ de cette production d'énergie, ce que vous nous avez expliqué, qui est celui au fond de l'intérêt économique de l'économie circulaire. Je vais vous donner un exemple et j'aimerais bien vous entendre là-dessus et entendre votre expérience. Vous avez une machine à laver qui est en panne. Le coût de la réparation est presque supérieur au coût d'achat d'une nouvelle machine à laver. Ce qui est un principe qu'on peut observer assez régulièrement, enfin une réalité qu'on observe assez régulièrement. Comment pourriez-vous changer ces choses-là? C'est quoi le fruit de votre expérience? Comment on pourrait casser un peu cette chaîne qui fait que les produits neufs sont moins chers que la réparation de produits anciens et donc qui vont nourrir toutes ces usines à déchets? Concrètement, sur le territoire, c'est un sujet, puisque tout ce qui est recyclage, réemploi est au cœur de nos politiques publiques. C'est un sujet qu'on a développé autour d'une entreprise d'économie sociale et solidaire, puisque nous avons monté sur Port-Jérôme Solicène, qui s'occupe du maraîchage bio, qui a un Fab Lab, qui a aussi un garage social, mais qui a aussi toute une entité qui répare l'électroménager et qui apprend à réparer l'électroménager. Et ça, c'est aussi intéressant de montrer à chacun que c'est des métiers de demain, la réparabilité, parce que déjà, je pense qu'on a avancé au niveau mondial, puisqu'on a les indices de réparabilité, c'est-à-dire qu'on informe le consommateur sur le fait qu'il achète quelque chose qui a une obsolescence programmée à plus ou moins long terme. Et puis nous, de notre côté, on met en place des structures accessibles à tous,
pour pouvoir dire vous pouvez tout faire réparer et si vous ne réparez pas, donnez-nous, mais nous ça va resservir, ça aura une seconde vie sans avoir besoin d'acheter du neuf. Ça me paraît essentiel. C'est des portes ouvertes en permanence sur ce type de structure, c'est prendre un maximum de stagiaires, faire aussi des ateliers et puis permettre que dans une même entité où vous faites cette réparabilité, vous pouvez avoir d'autres services, accès à la culture ou autres, qui permettent à chacun de mieux connaître ce dispositif. Et je pense que dans ce cadre-là, ça peut être dans n'importe quel domaine, l'économie sociale et solidaire, l'art et la culture, le cinéma, les conférences. C'est pas transcendantal, mais quasiment. Enfin, à un moment donné, ça doit être dans tous les champs. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que l'économie de demain elle ne se fabrique pas au ministère de l'économie. Ah ça, pourtant je les fréquente. Hein. Ouais. Je les fréquente pour essayer de les convaincre. On est sur les grands enjeux. Quand je les vois, c'est juste pour défendre les dossiers d'implantation qu'on a sur nos territoires. Leur faire comprendre que oui, ça participe à un écosystème, même si sur le papier, dans le tableur Excel géré par l'administration centrale, ça ne rentre pas tout à fait dans les clous. Nous, on vient défendre humainement les dossiers. Mais je crois que l'avenir des territoires se dessine sur les territoires. Chacun a sa capacité à transformer le monde. Nous, c'est sur le recyclage, c'est sur l'énergie. Ailleurs, un peu plus loin en France, c'est sur le numérique. Un peu plus loin en France, c'est sur l'agriculture. Et on doit faire comprendre aux pouvoirs publics qu'on est capable, avec une obligation de résultat et non pas de moyens, de faire avancer les choses. Alors qu'aujourd'hui, on est géré par des obligations de moyens. C'est plus comment vous faites plutôt que ce que vous allez faire et quel résultat vous allez obtenir. Ici, sur cette zone industrielle, pour nous, il est extrêmement important de leur dire qu'on partage de l'eau, on partage de l'énergie, on peut faire venir plein d'entreprises d'un même domaine qui vont transformer le monde. Et un peu plus loin, on a une vieille usine de filature qui est fermée depuis plus de 30 ans, dans laquelle on va remettre du tissage et de la filature et qu'on va développer les formations autour des machines-outils, en recherche et développement, mais aussi en formation professionnelle. Et ça vient en lien avec ici. Vous êtes entouré de champs, on fait du lin ici, on fait du chanvre et on fait du polyester recyclé pour refaire des vêtements. Donc nous, on crée une histoire autour d'une zone et on veut dire au pouvoir public, notamment à Bercy, laissez-nous faire. On va vous prouver que tout ça a une logique et on vous prouvera avec des résultats qu'on recrée de l'emploi, qu'on recrée de la valeur ajoutée en France et qu'on préserve la planète. Je crois qu'il faut nous faire confiance. Faire confiance, vous avez également intégré cette notion de calcul d'impact pour justement prouver, illustrer que votre politique, celle des acteurs du territoire, porte ses fruits. L'impact que l'on mesure assez facilement, c'est dans le cadre de l'appel à projet auquel on a répondu il y a déjà des années, qui a un objectif en 2030, c'est 100% territoire à énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on va d'un côté baisser nos consommations d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre, à due concurrence qu'on va produire plus d'énergie sur le territoire à travers le développement de l'éolien, imposer des panneaux solaires sur les toits industriels et mettre en circuit fermé par exemple la vapeur pour ne plus consommer, capter le CO2, l'hydrogène, notamment comme on le fait depuis 2015 avec Cryocap. Vous savez que un tiers de l'hydrogène fabriqué par Exxon produit du CO2 et ce tiers de CO2 devient du gaz de Coca-Cola grâce à un process. Tout ça, nous, c'est un grand équilibre. Je baisse mes émissions, j'augmente ma production d'énergie renouvelable et je deviens un territoire neutre. Hors grosse industrie, bien évidemment. Je ne compte pas les émissions forcément de la pétrochimie, mais sur tous les autres outils, citoyens, TPE ou autres, on est en train de retravailler et on mesure chaque année, on rend des comptes sur l'avancement. Tel projet a permis de gagner tant de CO2. Tel projet a permis de produire plus d'énergie, donc de moins consommer, jusqu'à atteindre un niveau d'équilibre en 2030. C'est notre principale unité de mesure sur le territoire. Il me vient une question sur la contribution du citoyen à ces réflexions. Comment vous vous assurez, puisque l'un des grands sujets des évolutions sociétales, c'est la façon dont on embarque une société, on accompagne une société à s'adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux métiers, à des nouvelles voies de formation, à des nouveaux territoires. Comment vous associez les parties prenantes à ces réflexions ? Alors on va toujours plus loin que ce qu'on nous impose, notamment en matière de commission nationale de débat public. C'est-à-dire que vous prenez le projet Eastman ou le projet Air Liquide pour l'usine d'hydrogène. On a non seulement fait l'enquête publique classique, mais surtout une concertation préalable qu'on a diffusée à travers des ateliers avec 10 personnes, des plénières,
à travers des cafés citoyens. Et ils viennent participer au débat et donnent leur avis sur la formation professionnelle qu'il y ait, sur l'implantation, sur les consommations énergétiques, sur l'avenir finalement de ce territoire. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et la Commission nationale de débat public, pour moi, c'est vraiment un engrenage qui permet de mettre autour de la table les services de l'État, les services environnementaux, le préfet, les financeurs, les industriels qui présentent leurs projets, les organismes de formation qui se mettent en rang et les citoyens qui posent des questions pour leur quotidien. Mais est-ce qu'il y aura plus de camions? Est-ce que vous allez venir par le fleuve? C'est les citoyens qui ont posé les questions aux entreprises, c'est pas les élus. Dernière petite question, Virginie, on arrive à destination. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce sujet? Comment vous vous situez en tant que femme politique? Je me situe en tant que maman. Honnêtement, c'est un peu bateau de dire on fait ça pour nos enfants, on fait ça pour nous aussi, on fait ça pour le bien commun. Mais quand je vois la façon dont mes enfants appréhendent les choses et je me remémore ce que je pensais au même âge, je me dis qu'on va gagner, on va réussir, c'est certain. Moi, je crois vraiment que par le dialogue, par la conviction, on y arrivera. Sinon, on ne se lancerait pas à corps perdu dans ces missions-là si on croyait que c'était voué à l'échec. Non, non, la planète est trop belle, la vie est trop belle pour que on n'ait pas tous conscience à un moment donné collectivement, qu'on ne peut pas passer à côté, que quelques sacrifices, effectivement, seront nécessaires. Vous aviez dit effort, j'irai jusqu'à sacrifice. Vraiment revoir notre façon de vivre, mais on peut vivre heureux tellement différemment. Et je pense que c'est ce qu'on est en train on va essayer de prouver au quotidien en tout cas. Virginie, merci mille fois de cet entretien. Passionnant. Merci Eric. Merci à vous. Belle balade.